Bonjour, j'espère que vous allez tous bien. Euh, L'actualité, évidemment, m'oblige et aussi ma sensibilité personnelle à faire une vidéo spéciale consacrée au doyen Doumbia Fakoli qui est injustement emprisonné au Mali. Donc certains parmi vous connaissent bien Doumbia Fakoli, d'autres moyennement, et certains parmi vous peut-être ne le connaissent pas du tout. Donc personnellement, moi je l'ai découvert au tout début des années 2000. La première fois d'ailleurs que je l'ai rencontré, c'était à Pantin ou à Porte de Pantin, au théâtre de l'Air Nouveau, qui était à l'époque dirigé par l'acteur Luc Saint-Éloi. Et en fait, Doumbia Fakoli j'étais journaliste freelance à l'époque et je m'intéressais au mouvement panafricaniste. Et donc Doumbia Fakoli m'avait dédicacé un livre qu'il avait publié aux éditions Nouvelles du Sud et qui s'intitulait Afrique la Renaissance. Et donc pour moi ce livre c'était une découverte ou une redécouverte parce que j'étais déjà lecteur de Cheikh Anta Diop, Théophile Obenga, Ibrahima Baba Kaké, mais simplement ce livre avait synthétisé en fait tout ce qu'on pouvait penser sur les problématiques aussi bien spirituelles, religieuses, mais aussi historiques concernant notre communauté et les différents challenges qui se posaient à l'homme africain, notamment sur sa terre d'Afrique, en matière de renaissance économique, de fédéralisme, de complémentarité des différents États, et le poids historique aussi du fait de la colonisation, la mise en esclavage des Africains, les différents stéréotypes qui affligeaient les Africains et surtout cette impulsion que pouvait avoir l'Africain à se rejeter lui-même, notamment sur le plan culturel. Et c'est vrai que le travail de Doumbia Fakoli était tout à fait complémentaire par rapport à celui de Cheikh Anta Diop, puisqu'il abordait de façon vraiment frontale et avec pas mal d'exemples, dans un style lisible et accessible au plus grand nombre, et ça c'est loin d'être négligeable. Les livres de Doumbia Fakoli, jusqu'à présent, sont des livres de dimension modeste, avec un style accessible, très clair, plutôt élégant d'ailleurs, et qui nous permet de bien saisir les problématiques, les différentes thématiques si on en fait l'impasse, on ne va rien comprendre aux défis qui se posent à nous. Et donc, Afrique, la Renaissance, c'est un livre que j'adore lire et relire et que les gens qui auront ce livre dans les mains, cet exemplaire, qui est le mien, ils verront que j'ai souligné plein de passages parce qu'en fait, c'est un enseignement vers lequel il est bon de revenir plusieurs fois. Alors, dans les années qui ont suivi, évidemment, Doumbia Fakoli a participé activement au site Africa Mat. Il est jusqu'à présent l'un des plus grands écrivains en termes de production. Je veux dire, sur le plan quantitatif, il a produit beaucoup de livres chez Ménébuc. Moi, j'ai pas lu tous ses livres. J'ai suivi certaines de ses conférences sur les réseaux sociaux, mais aussi en live, puisque j'ai eu l'occasion de le croiser plusieurs fois. Et je me souviens d'ailleurs d'une anecdote qui est très, comment dirais-je, significative. J'avais un jeune ami qui s'appelait Ahmed et qui était d'origine sénégalaise. Et donc, je lui avais proposé d'aller à une conférence de Doumbia Fakoli. À l'époque, c'était rue Armand Carrel. C'était dans le cadre du club Ménébuc. Et cette conférence portait sur Bilal et donc sur l'islam. Et donc il y avait une analyse qui était plutôt kémito-centrée, mais en même temps qui était une analyse faite par quelqu'un qui connaissait bien effectivement la place de l'islam en Afrique de l'Ouest. Et notamment la place de Bilal, donc le premier muezzin de l'histoire de l'islam. Donc c'était une analyse évidemment qui n'était pas une analyse de croyants, qui n'était pas une analyse de musulmans, et qui apportait quand même une sorte de contradiction, d'éclairage historique
et qui pouvait permettre de contextualiser en fait la présence de l'islam en Afrique et de voir aussi quel était le poids des religions traditionnelles qui avaient précédé l'islam, forcément, puisque l'islam est une religion qui vient du monde arabe. Et j'ai vu à cette occasion que mon ami Ahmed, qui était très curieux par rapport à cette conférence, et là, en tant que bon musulman, il était vraiment gêné, extrêmement gêné, et j'ai bien compris qu'en fait, son besoin de connaissance avait pour limite, en fait, sa foi religieuse. Et donc, le doyen Doumbi Fakoli, à l'époque, a fait preuve de beaucoup de pédagogie, en essayant d'expliquer le contexte, etc., etc., mais c'est là où j'ai pu vraiment saisir, parce que je ne connais pas bien le monde musulman personnellement. J'ai fait quelques recherches, évidemment, sur le plan historique ou philosophique, mais je ne me suis jamais appesanti sur ce monde musulman que je connais très mal. Et donc, c'est pas du tout ma spécialité. Et je voyais tout de même à cette occasion que mon ami Ahmed ne pouvait pas aller plus loin. Et d'ailleurs, consécutivement donc à cette conférence de Doumbi Fakoli, quand quelques jours après ou quelques semaines après, j'ai essayé de rappeler mon ami Ahmed, et j'ai vu qu'au téléphone, à chaque fois, il était très gêné, il ne voulait pas me parler, comme s'il avait peur d'être écouté par sa famille. Et donc je devenais un personnage extrêmement dangereux, menaçant, ou qui le mettait forcément mal à l'aise. Et j'ai vu qu'il y avait un souci, il faut bien le dire. Et donc, tout cela pour dire que les thématiques qui sont abordées par Doumbi Fakoli dans pas mal de ses ouvrages, ultérieurs d'ailleurs, bah, effectivement peuvent mettre certains croyants mal à l'aise dans la mesure où ces personnes font généralement l'économie d'une recherche historique approfondie. Et donc, l'histoire, en fait, l'histoire avec un grand H, c'est ce qu'on trouve dans les livres religieux. Bien évidemment, il y a toujours l'histoire de la sous-région et des différentes populations des pays où ces gens sont nés, en Afrique de l'Ouest ou ailleurs. Mais bien sûr, l'histoire religieuse fait en sorte que le débat philosophique est tronqué dès le départ. Donc, quand on lit aussi d'autres auteurs, comme Chancellor Williams, The Destruction of Black Civilization, la destruction de la civilisation noire, qui vient d'être traduit récemment par Etombe et moi en langue française, on constate effectivement que de fil en aiguille, depuis des millénaires, les populations asiatiques puis européennes, par le biais de la religion, ont pu avoir l'ascendant sur les Africains, cet ascendant religieux complétant les victoires militaires, bien que les Africains aient réagi et résisté sur plusieurs millénaires, voire plusieurs siècles, en recréant à chaque fois des royaumes plus au sud. Et donc, aujourd'hui, on peut dire, à l'instar de Chancellor Williams dans les années 70, Chancellor Williams est un grand historien africain-américain qui a passé 17 ans de sa vie à faire des recherches sur le sol d'Afrique pour comprendre la situation compliquée de l'homme noir et de la femme noire aujourd'hui. Et ce qu'il a compris grâce à ses recherches, c'est que ce processus de marginalisation de l'homme africain et de la femme africaine a pris plusieurs millénaires, que nous avons eu des grands royaumes, comme le dit d'ailleurs Nusere Kalala Omotunde, nous avons eu de grands royaumes, mais depuis les invasions du Delta en Égypte antique, donc c'est un processus qui s'est passé sur plusieurs millénaires, et donc les Africains avaient et ont toujours leur propre spiritualité. Le mot spiritualité est ce qu'il est, mais certains diraient qu'en fait les Africains disposent d'une science et d'une éthique et d'une philosophie. Et qu'au départ, la philosophie d'ailleurs, c'est la connexion avec les forces de l'invisible qui sont positives,
de façon à conjurer l'adversité et donc à maîtriser son espace mental, à maîtriser son espace spirituel et finalement à maîtriser sa vie. Et donc c'est une célébration de la vie avec la mise en place de différentes solutions pour fortifier la vie et pour se protéger des différentes attaques qui peuvent avoir lieu. C'est aussi une compréhension des différents éléments qui nous animent, une compréhension de notre environnement et surtout une insistance sur le vivre ensemble et sur le savoir-vivre. Tout ce mélange de sciences, de philosophie et de connexion avec les forces de l'invisible donne sa particularité à la philosophie africaine, à la science africaine, à la spiritualité africaine. Sachant que c'est cela qui fait de l'Africain ce qu'il est, les différentes attaques sur des millénaires, sur des siècles qu'ont eu à subir les Africains, par le biais de la traite transsaharienne qui a succédé à certaines victoires militaires des Asiatiques ou des Proches-Orientaux, a fait en sorte que la culture africaine s'est trouvée mélangée par des éléments venus d'ailleurs, venus d'Asie, puis plus tard d'Europe, et ces éléments culturels font aujourd'hui partie intégrante de notre culture, et nous ne sommes pas toujours en bonne position pour voir quels sont nos intérêts exactement, puisque à partir du moment où une culture, une religion fait partie de notre espace mental pendant des siècles, très légitimement, nous finissons par la considérer comme étant la nôtre. Quoi qu'il en soit, la liberté religieuse doit être célébrée, et bien évidemment, il n'est nulle question de convertir de force à la science, à la philosophie africaine, des Africains qui ont épousé des doctrines étrangères. Ce n'est pas le but, et je ne pense pas que ce soit le but de Dumbi Fakoli. En tout état de cause, je pense qu'il y a sans doute une intolérance qui fait en sorte que le personnage de Dumbi Fakoli gêne aujourd'hui au Mali, et c'est bien regrettable. Et donc, à travers certaines déclarations qui sont faites par certains dignitaires religieux, on peut craindre aussi qu'il y ait une forme de persécution, comme le dit l'avocat de Dumbi Fakoli aujourd'hui, qui puisse être dirigée contre les Kamites, donc les Africains renaissants. C'est bien dommage et c'est préoccupant. En tout état de cause, il faut jouer plutôt la carte de l'apaisement et expliquer en fait que différentes communautés, différentes spiritualités, différentes options philosophiques peuvent coexister en Afrique. Et très souvent, ce qui a pendant longtemps caractérisé les Africains, c'est cette extrême tolérance religieuse, cette extrême tolérance par rapport aux différentes philosophies, différentes options religieuses, le christianisme, etc. Alors bon, évidemment, comme je le disais, beaucoup de ces religions ont été imposées à la suite de victoires militaires, ou par la ruse parfois, ou parfois par la colonisation. Et donc, je lisais récemment, je relisais le livre de Chancellor Williams, la destruction de la civilisation noire. Les Africains ont embrassé la religion islamique à un moment, et certains sont devenus lettrés en langue arabe, parce que depuis Kemet, ils avaient perdu l'usage de l'écrit, même s'il y avait par ailleurs toujours des écritures africaines qui existaient plus au sud de Tameril, l'Égypte. Mais en fait, le fait que beaucoup de communautés africaines aient perdu l'usage de l'écriture, sachant qu'on connaît l'engouement des Africains pour la connaissance, le fait de pouvoir à nouveau disposer d'un support avec la langue arabe pour accéder à certains écrits et à une certaine science, a justifié en fait le fait que beaucoup d'Africains se soient lancés à corps perdu dans l'étude de la langue arabe. C'était plus par gourmandise et par un besoin de connaissance, donc cette gourmandise du
du sachant qui veut toujours savoir plus et qui trouve que l'écrit peut lui donner d'autres portes d'entrée à la connaissance que par une conviction religieuse. Mais bien évidemment, de fil en aiguille, la conviction religieuse s'est installée et la situation est ce qu'elle est et nous sommes bien obligés d'être tolérants ou d'être ouverts les uns avec les autres. Et il ne s'agit pas de lancer des guerres religieuses. Il s'agit simplement d'accéder à la connaissance de ce que nous sommes. Par ailleurs, les Africains renaissants, les différentes études historiques ne mettent pas seulement mal à l'aise certains religieux de l'islam, mais aussi certains chrétiens qui voient en fait cette connaissance de la longue histoire des Africains comme une menace, puisque effectivement l'antériorité de la religion africaine est patente quand on étudie les textes et quand on étudie l'histoire. Donc les religions abrahamiques sont plus récentes, mais ce n'est pas non plus pour les dénigrer, c'est simplement la chronologie, tout simplement. Donc il faut jouer la carte de l'apaisement, et il ne s'agit pas de dire que nous sommes meilleurs que quiconque. Nous sommes tous des êtres humains, nous sommes tous porteurs de civilisation. Il s'agit de se respecter les uns les autres. Et cette radicalisation doit cesser. Et l'État malien devrait faire preuve de plus de compréhension, sachant qu'il est fort probable que Doumbia Fakoly, eh bien, on lui ait fait dire ce qu'il n'a pas réellement dit. Manifestement, il s'agit d'une manipulation. Et nous espérons que les autorités policières, judiciaires du Mali vont faire la lumière sur la question et relâcher au plus vite Doumbia Fakoly, dont nous connaissons le parcours admirable et respectable. Voilà ce que j'avais à dire aussi aujourd'hui. Et puis donc Doumbia Fakoly n'est pas qu'un savant aussi, c'est un artisan du monde spirituel qui a formé plusieurs générations. Donc il nous est précieux et il faut qu'il nous soit restitué au plus vite. Voilà ce que je voulais dire ce soir. Et donc souhaitons qu'il soit libéré le plus rapidement possible. Voilà.